lorsque nous parlons de l'immortalité, nous ne parlons pas nécessairement du fait que l'homme soit obligé de demeurer dans le corps matériel. Nous parlons simplement du fait que l'homme puisse passer d'un espace matériel à un espace éthérique. Et le passage de l'espace matériel à l'espace éthérique ne laisse dans l'homme aucune froideur dans l'esprit. C'est-à-dire que l'homme ne connaît pas le froid de l'esprit. Le froid de l'esprit étant cette période entre la vie sur le plan matériel et la mort astrale où l'homme perd conscience, où il est obligé de retourner à la mémoire de l'âme et se voir pendant de très longues périodes assujetti à des lois qui ne font pas partie des lois de la vie, mais qui font partie des lois de la mort. Et ceci est extrêmement désavantageux pour la conscience de l'homme, c'est très désavantageux pour l'esprit de l'homme, et ça fait partie de l'évolution. Donc, l'homme nouveau qui passera de la matière à l'espace éthérique ne connaîtra pas le froid de l'esprit, c'est-à-dire qu'il saura, lorsque le temps sera venu de passer d'un plan à un autre, qu'il ne meurt pas. Parce que la mort, elle est froide, elle n'est pas simplement froide sur le plan matériel, elle est froide aussi sur le plan de l'esprit. Tandis que la vie, le passage du plan matériel à l'éther, ne représente pas pour l'homme ou pour n'importe laquelle humanité la froideur, puisque dès que l'homme cesse de remplir avec son énergie les activités de son psychisme humain, il continue à remplir avec son énergie les activités de son psychisme éthérique, c'est-à-dire qu'il change simplement de vêtements et il se sent très très bien dans les autres parce que les autres vêtements sont beaucoup plus perfectionnés que ceux qu'il possédait sur le plan matériel. C'est pourquoi d'ailleurs l'homme qui se retrouvera dans les terres se verra dans un corps absolument neuf, dans un corps qui ne possédera aucune souillure, aucune infirmité et aucun affaiblissement dans sa forme, de sorte que l'homme sera extrêmement bien et il pourra continuer avec ce bien-être à évoluer en dehors de la matière ou en relation avec la matière selon son degré de jouissance du pouvoir créatif de sa conscience cosmique. Autrement dit, selon son rôle. Mais pour que l'homme développe de plus en plus rapidement cette conscience supérieure qui équivaut à un espace mental, il lui faudra, au cours de sa vie, au cours de son expérience, prendre conscience de plus en plus que l'esprit en lui, son énergie créative, doit être suprême. C'est-à-dire que son énergie créative doit être suprêmement exprimable. Et son esprit sera suprêmement exprimable en fonction de la diminution chez l'homme des facteurs de mémoire, c'est-à-dire des facteurs d'émotivité subjective qui contrôlent sa conscience et qui donnent à sa conscience sa subjectivité. De la subjectivité, c'est une qualité vibratoire de conscience colorée, conditionnée par la mémoire. Ce n'est pas une qualité de conscience mentale supérieure, conditionnée par l'esprit et vécue, retransmis sur le plan matériel par l'ego parfaitement conscientisé. Ce qui représente d'ailleurs la conscience objective de l'homme, la conscience créative de l'homme, la conscience de l'homme qui n'est pas assujettie à aucun niveau par aucune aberration, par aucune diminution de soi, mais de ce soi qui est réel, au lieu de ce soi qui est purement expérientiel et extrêmement faible. Si l'homme en évolution découvre que la vie de la conscience mentale supérieure est difficile et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut quand il veut,
et que ceci ne lui est donné que graduellement au cours de l'évolution, c'est parce que, justement, les expériences de la vie sont utilisées par son esprit pour tester sa capacité de dépasser le travail ou le conditionnement de la mémoire sur son psychisme. Parce qu'à partir du moment où l'homme commence à pouvoir ne pas souffrir des entraves de l'esprit, il s'aperçoit que ces entraves tombent et que la vie devant lui s'ouvre de plus en plus. Mais l'esprit de l'homme, sa lumière doit travailler, c'est-à-dire qu'elle doit ajuster constamment ses principes afin que lui puisse en arriver à posséder et à connaître l'espace mental qui, un jour, sera pour lui la grande révélation de sa conscience, la grande révélation de son état, la grande mesure de ce qu'il peut faire psychiquement sur le plan matériel. Et si l'homme peut un jour faire psychiquement sur le plan matériel à la mesure de son esprit, il est évident que la mort ne lui sera plus présente à l'esprit, qu'il ne connaîtra plus ce phénomène, et que lorsque le temps sera venu pour qu'il laisse le corps matériel afin d'aller à des activités plus créatives, plus évoluées et sur d'autres plans, le mouvement lui sera extrêmement plaisant et l'homme ne sentira pas la froideur de l'esprit qui accompagne la mort en général, à moins que l'homme soit arrivé à un niveau d'affaiblissement mental tellement grand qu'il semble, sur le plan de la mort, posséder une sérénité qui, à la vue des hommes, leur font savoir qu'il est bien mort, mais en fait qu'il a simplement perdu conscience. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un semble connaître une mort sereine que son sort représente un côté créatif de la vie humaine. Il ne s'agit pas pour l'homme de bien mourir parce qu'il a perdu conscience. Il s'agit pour l'homme de ne pas mourir, c'est-à-dire de passer d'un espace matériel à un espace éthérique selon le niveau de conscience qu'il possède, selon le pouvoir de l'esprit de faire vibrer son mental, selon le pouvoir de l'esprit de créer un lien imbrisable, un lien continu avec la conscience de l'homme. Nous nous demandons souvent, lorsque nous sommes conscients, lorsque nous avons contact avec nous-mêmes, nous nous demandons où arrête le moi de l'homme et où commence le moi de l'esprit. Et cette question viendra à l'esprit de l'homme pendant des années, jusqu'au jour où, élevé dans une fusion plus avancée, cette question n'existera plus parce que l'homme verra, sentira, saura, percevra que le moi de l'esprit et le moi de l'homme, c'est le même moi. Ce n'est pas le même moi dans le sens que l'esprit c'est l'homme et que l'homme c'est l'esprit, mais c'est le même moi dans le sens que l'esprit alimente l'homme et l'homme représente, véhicule l'esprit. Et plus l'homme possédera un espace mental concret, plus l'homme sentira une relation étroite entre le monde de son esprit et le monde de sa matière, plus il pourra bénéficier de l'unité de cette apparente dualité. Et c'est là que l'homme pourra sentir sur le plan matériel qu'il n'y a pas de division en lui-même, qu'il n'y a pas de séparation en lui-même, et que son esprit est bien lui, et que lui est bien son esprit dans la matière. Ceci viendra au fur et à mesure que l'homme aura pris conscience du pouvoir intérieur de ne pas laisser sa mémoire interférer avec son esprit.
lorsque la mémoire de l'homme n'interférera plus avec l'esprit de l'homme, ce dernier ne sentira plus en lui la division. Mais tant que la mémoire interférera avec l'esprit de l'homme, il sentira la division, et cette division sera à la source de cette dualité, donc à la source de sa solitude, à la source de sa souffrance existentielle, à la source de son doute vis-à-vis la continuité possible de sa conscience. La mémoire, elle est extrêmement grande chez l'homme, beaucoup plus grande qu'il ne se l'imagine, beaucoup plus puissante qu'il ne s'imagine. Elle est très présente. Et l'esprit travaillera toujours contre la mémoire, parce que l'esprit sait que la mémoire c'est la mort, alors que lui est la vie. Donc ce n'est pas anormal que l'homme conscient souffre de la mémoire et qu'il sente que l'esprit tend constamment à interférer avec elle, parce que justement l'esprit c'est la vie, c'est-à-dire c'est la continuité dans un plan parallèle, alors que la mémoire c'est la mort, autant sur le plan psychique que sur le plan psychologique. Lorsque nous disons que l'homme devra représenter l'union de l'esprit dans la matière, nous ne voulons pas dire que l'homme est une dualité, que l'homme est le produit de l'action de l'esprit et que lui est simplement un véhicule mécanique de cet esprit. Ceci est vrai tant que l'homme n'est pas conscient, tant que l'homme n'est pas parfaitement ajusté à son énergie, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas connu totalement le discernement et la lucidité. Mais lorsque l'homme est lucide, lorsqu'il y a intégration totale de son énergie, à ce moment-là, l'homme n'est plus le produit simplement de l'union avec l'esprit. Il est l'intégration de l'esprit dans la matière, c'est-à-dire qu'il est l'unité totale de ce qu'il est en réalité cosmiquement et planétairement. Vous ne pouvez pas dissocier, par exemple, dans une automobile, le chauffeur de la roue de conduite. Tout ceci fait partie d'une unité. Mais nous avons tendance à prendre le chauffeur pour l'esprit et la roue de conduite comme étant l'homme, lorsqu'en fait, tout ceci fait partie d'une même réalité. Si la roue de conduite n'est pas ajustée, même s'il y a un chauffeur, l'automobile ne peut pas aller dans la bonne direction. Et si la roue est bien ajustée et qu'il y a un chauffeur, à ce moment-là, tout va très bien et l'automobile va selon ce qu'elle doit aller. Il en est de la même chose pour l'homme. Le problème avec l'homme, c'est que l'homme pense, et en pensant, il divise constamment la réalité, et cette division de la réalité qui fait partie de son analyse rationnelle, et qui fait partie aussi de sa capacité de séparer ce qui est essentiel de ce qui est manifesté, l'empêche de prendre conscience, l'empêche de rentrer dans un espace mental, l'empêche de réorganiser constamment son énergie en fonction de ses plans inférieurs pour sentir une unité totale de son être. Nous parlons aujourd'hui de conscience, demain nous serons obligés de parler d'être-té ou de réalité. Nous serons quelque part obligés de créer des nouveaux termes pour donner lieu, dans notre mental, d'une distinction entre la dualité et l'unité. Il faut que l'homme en arrive un jour à ne plus supporter ou avoir à supporter la disjonction psychologique de son esprit avec son mental, qui divise et qui rationalise et qui étudie d'une façon fragmentaire la totalité de l'ordre.